Ils ne se sont pas contentés d'obéir aux ordres, ils ont redéfini la cruauté. À Poischow, le commandant Amon Goethe sortait sur le balcon de sa villa, fusil à la main, et tirait au hasard sur les prisonniers. En bas, parfois pour des offenses supposées, parfois simplement parce qu'il en avait le pouvoir. À Auschwitz, Irma Grese, à peine dans la vingtaine, patrouillait dans le camp avec un fouet renforcé de fils de fer, s'en servant pour terroriser les prisonniers. Elle sélectionnait à sa guise. À Bersen-Belsen, Joseph Kramer dirigeait un camp où la faim et la maladie ont emporté des dizaines de milliers de personnes. Plus tard connu sous le nom de la bête de Belsen, il imposait l'ordre sans aucune pitié, gardant le contrôle alors que les cadavres s'accumulaient autour de lui. Ce n'étaient pas des soldats sur le champ de bataille, ni de lointains bureaucrates. C'étaient des hommes et des femmes qui regardèrent les victimes dans les yeux et choisissaient la cruauté encore et encore. Ce documentaire révèle comment le système nazi a délibérément créé des gardiens qui prospéraient grâce à la violence. Comment l'idéologie, le pouvoir et la récompense ont transformé des gens ordinaires en certaines des figures les plus terrifiantes de l'Holocauste. Et une fois cette transformation amorcée, il n'y avait plus de limite à ce qu'ils étaient prêts à faire. Le système nazi ne recherchait pas des tueurs nés. Il les a construits à travers des parcours délibérés et structurés. Pour beaucoup de gardiens, le parcours commençait non pas à l'âge adulte, mais dès l'enfance. Des organisations de jeunesse comme les Jeunesses hitlériennes et la Ligue des jeunes filles allemandes servèrent de principaux canaux d'endoctrinement. Les effectifs ont gonflé, surtout après 1933, lorsque les groupes rivaux ont été interdits, rendant la participation moins un choix de conviction fervente qu'une démarche pragmatique pour être acceptée socialement et progresser. Cela a créé un vaste réservoir de jeunes dont la vision du monde était malléable, façonné par un programme mêlant nationalisme, entraînement physique et idéologie raciale. Le parcours d'Amon Leopold Goethe illustre parfaitement cette progression orchestrée. Il a rejoint la branche jeunesse du parti nazi en 1925, plusieurs années avant d'entrer lui-même dans le parti en 1930. En Autriche, où le mouvement nazi opérait illégalement pendant la majeure partie de cette période. Une telle affiliation précoce signifiait plus qu'une simple conformité. Elle reflétait un engagement idéologique. En 1930, il a rejoint la SS autrichienne, recevant un numéro SS et s'engageant ainsi officiellement dans l'organisation. Il ne s'agissait pas d'un saut impulsif, mais d'une immersion progressive, étape par étape, dans l'appareil nazi. Le système offrait une trajectoire professionnelle claire pour des hommes comme lui. À travers des formations comme la SS Totenkopfverband, les unités de la tête de mort. Pour les individus confrontés à des perspectives économiques limitées, cela représentait une puissante incitation, un revenu stable, un uniforme symbolisant l'autorité et une place au sein d'une hiérarchie rigide. Cette hiérarchie était méticuleusement conçue pour activer et récompenser des comportements spécifiques. L'obéissance était primordiale. La déshumanisation progressive des ennemis désignés était systématiquement encouragée. Les nouvelles recrues n'étaient pas immédiatement plongées au cœur d'un camp de la mort. Leur transition était progressive. Les premières affectations pouvaient consister à garder des prisonniers politiques ou à participer à des formes de persécution moins extrêmes. Chaque étape augmentait leur exposition à la violence institutionnalisée, banalisant la cruauté comme une partie routinière de leur fonction. Le système attisait les préjugés existants, les ancrant dans une structure où l'insensibilité n'était pas seulement acceptée, mais attendue. Les femmes entraient par des voies parallèles. Irma Grese, Elisabeth Volkenrath et d'autres sont passées de la Ligue des jeunes filles allemandes ou d'un emploi civil au centre de formation féminin de la SS, souvent attirées par le salaire, le statut et le logement. La formation dans des lieux comme Ravensbrück était brève, directive et axée sur l'endurcissement des recrues. Peu de gardiennes étaient membres du parti. Les incitations et la hiérarchie faisaient l'essentiel du travail, ce que l'idéologie seule ne pouvait pas accomplir. Au moment où une personne recevait une affectation dans un camp comme Poischow, le travail de base était déjà accompli.
Les valeurs du système avaient été intériorisées. La brutalité n'était plus un acte choquant, mais un devoir professionnel, l'aboutissement logique de leur formation et de leur conditionnement. La cruauté est devenue un élément routinier des camps, non par accident, mais par une conception méticuleuse et bureaucratique. Le système des camps de concentration a été rationalisé sous la direction des SS, avec Dachau servant de modèle définitif pour tous les camps ultérieurs. Cette adoption impliquait la restructuration des camps existants afin de les aligner sur l'organisation et les procédures de Dachau. Les gardiens non SS furent renvoyés et remplacés par des soldats des unités SS tête de mort. Des méthodes uniformes ont remplacé l'improvisation, le pouvoir étant centralisé entre les mains de Heinrich Himmler et des SS. La brutalité extrême n'était pas laissée à l'impulsion individuelle. Elle était intégrée dans les opérations quotidiennes par le biais de protocoles stricts. Le Bureau principal économique et administratif des SS, le WHA, centralisait le financement et la supervision, traitant le réseau des camps comme une entreprise gérée. L'organisation était standardisée, avec des divisions claires pour le commandement, le contrôle des prisonniers, le travail et la logistique. La machine était simple et implacable. Les éléments de conception servaient à la punition. Les appels duraient des heures, par tous les temps, afin de briser psychologiquement les prisonniers. Le travail forcé était calibré pour épuiser les forces, tout en extrayant de la valeur. L'architecture du camp, les miradors, les barbelés, le zonage strict, transformaient l'espace lui-même en instrument de domination. La formation du personnel renforçait cette conception. Les gardiens étaient conditionnés à obéir sans hésitation, à intensifier plutôt qu'à remettre en question, et à appliquer les punitions selon les règles. La violence était structurée dans les emplois du temps et les rapports. Les infractions entraînaient des conséquences prévisibles. La marge de manœuvre se réduisait à la cruauté. Le système des capots en accentuait l'effet. Des prisonniers sélectionnés étaient chargés de superviser les autres, de répartir le travail et de faire respecter la discipline. La délégation du pouvoir vers le bas multipliait la surveillance et les punitions, tout en réduisant le personnel SS. Le résultat fut une méfiance et une terreur omniprésentes parmi la population carcérale. La peur émanait à la fois des gardiens et des autres détenus. Cette machine bureaucratique prenait des engagements idéologiques et les traduisait en routine quotidienne. Des formulaires à remplir, des quotas à atteindre, des punitions à infliger. Le modèle de Dachau résolvait la question de l'échelle. Il rendait l'atrocité prévisible, administrativement ordinaire et reproductible. Les camps devenaient des éléments interchangeables au sein d'un même système. Les procédures pouvaient être exportées, le personnel déplacé et les résultats mesurés. Un commandant arrivant sur un nouveau site n'avait pas besoin d'inventer de méthode. Il héritait d'un manuel, d'une chaîne de commandement et d'attentes calibrées pour produire la terreur efficacement. Dans ce cadre, les acteurs individuels pouvaient encore laisser leur empreinte. Certains poussèrent les marges du système à l'extrême, utilisant la structure pour amplifier leur propre brutalité. D'autres apprenaient que la violence ostentatoire favorisait les carrières. La promotion et le prestige suivaient ceux qui appliquaient la politique avec un maximum d'efficacité. L'architecture du contrôle était fixée. Ce qui variait, c'était jusqu'où un homme était prêt à aller dans ce cadre. L'ascension d'Amon Goeth dans la hiérarchie nazie démontre comment le système identifiait activement et promouvait les comportements sadiques. Son parcours a commencé par une adhésion à la jeunesse en 1925. Menant à son engagement dans la SS autrichienne en 1932, il n'était pas une figure en vue au départ. Son ascension a été alimentée par la brutalité dont il avait fait preuve lors de missions précédentes, notamment en supervisant la liquidation des ghettos juifs et de petits camps comme celui de Tarnow. Son efficacité dans ses fonctions, mesurée par une implacable efficacité, l'a désigné pour des responsabilités plus importantes. Le système récompensait ses talents particuliers. Sa nomination en tant que commandant du camp de concentration de Cracovie-Płaszów en mars 1943 l'a placé dans une position de pouvoir absolu.
Dès son arrivée, il affirma immédiatement son autorité, annonçant aux prisonniers, selon les témoignages, « Je suis désormais votre gardien ». Cette déclaration a donné le ton de son commandement. Goethe exerçait son pouvoir de manière arbitraire et publique. Il était tristement célèbre pour ses meurtres quotidiens et indiscriminés. Il observait souvent le camp depuis le balcon de sa villa, armé d'un fusil, et tirait sur les détenus qu'il jugeait trop lents ou en train de se reposer. Pour les prisonniers aguerris, la vue de son chapeau tyrolien distinctif devenait un signal pour tenter de se cacher, car cela indiquait qu'il était prêt à s'adonner à ce passe-temps mortel. Ces fusillades n'étaient pas de simples actes de violence, mais des démonstrations ritualisées de domination. Elles constituaient des armes psychologiques destinées à instaurer une terreur omniprésente. Le fait de tirer depuis une position surélevée renforçait son contrôle total sur la vie et la mort, faisant de chaque instant passé dans la cour du camp une potentielle condamnation à mort. Ces actions ont été minutieusement documentées dans les témoignages de survivants, qui décrivaient la nature désinvolte de sa brutalité lors des inspections de routine. Sa violence était intégrée au fonctionnement quotidien du camp, devenant une caractéristique normalisée de l'environnement. Goethe imposait également un système brutal de punition collective. Il ordonnait l'exécution de groupes de travail entiers si un seul membre s'échappait ou commettait une infraction. Il maximisait le contrôle par la terreur, s'assurant que les prisonniers se surveillaient mutuellement sous la menace d'une extermination collective. Son sadisme s'étendait à l'utilisation de ses chiens dressés, un grand Danois nommé Rolf et un croisé alsacien nommé Ralph, pour mutiler à mort des prisonniers. Le système ne se contentait pas de tolérer ce comportement. Il excitait sa propension latente à la cruauté en le plaçant dans un contexte où cela n'était pas seulement permis, mais attendu, comme démonstration d'autorité. Ces actions répondaient à un besoin logistique précis du régime nazi, le besoin de commandants capables d'imposer un règne de terreur de manière efficace et sans hésitation morale. Comment Amon Goethe est-il passé du statut de membre de la jeunesse à celui de commandant de Płaczów? Son parcours illustre le mécanisme par lequel un individu ordinaire peut être transformé en monstre. Le système offrait l'opportunité, l'autorisation et les récompenses pour un sadisme extrême, canalisant la brutalité personnelle en politique officielle. Son histoire est une étude de cas sur la façon dont un environnement structuré peut cultiver et libérer les pires pulsions humaines. Le balcon d'Amon Goethe n'était pas simplement un élément architectural. Il servait de scène à une forme calculée de guerre psychologique. Depuis cette position surélevée, il pouvait observer l'ensemble du camp. Pour les prisonniers en bas, le balcon représentait une menace constante et imminente. Ils vivaient dans la peur perpétuelle d'être pris pour cible par ces tirs aléatoires et capricieux. Il n'y avait ni horaire prévisible, ni faute identifiable nécessaire pour déclencher une attaque. Goethe apparaissait, fusil à la main, et tirait sans avertissement sur des individus. Il choisissait arbitrairement. Cette pratique ne répondait à aucune nécessité militaire ou disciplinaire. Son but était-il symbolique et stratégique? Les fusillades renforçaient l'autorité absolue de Goethe et déshumanisaient systématiquement ses victimes. En traitant la vie humaine avec un tel mépris, il montrait que les prisonniers n'étaient pas des personnes, mais des objets n'existant qu'à son bon vouloir. Les survivants se souvenaient de la terreur paralysante qui s'emparait du camp chaque fois que Goethe prenait position sur le balcon. La simple vue de son chapeau tyrolien suffisait à faire courir les prisonniers pour se mettre à l'abri. Sachant que tout mouvement ou l'absence de mouvement pouvait être interprété comme un arrêt de mort. La vie était devenue un équilibre précaire où le simple fait d'être visible pouvait signifier l'exécution. Ces actes étaient des spectacles publics. Ils n'étaient pas réalisés en privé ni cachés au regard. Le bruit du coup de feu et la vue d'un corps s'effondrant étaient destinés à être vus de tous. Ce caractère public faisait partie intégrante de la tactique. Le public visé n'était pas seulement la victime immédiate, mais l'ensemble de la population des prisonniers.
Le but était de briser leur volonté collective, d'écraser tout reste de résistance ou d'espoir. Cela créait un environnement où la survie dépendait de l'invisibilité et de la chance, non de l'obéissance ou du travail acharné. Cette méthode façonnait aussi les gardiens. En banalisant la violence extrême et publique, Goethe a établi un seuil de brutalité pour le personnel du camp. Cela instaurait une norme où la cruauté n'était pas seulement acceptée, mais attendue comme une démonstration de contrôle. Pour l'administration nazie, cette tactique résolvait un problème pratique. Maintenir l'ordre par la terreur pure réduisait le besoin d'une force de garde massive. Quelques hommes, autorisés à tuer arbitrairement, pouvaient contrôler des milliers de personnes par la peur seule. Ce qui rendait les fusillades ritualisées de Goethe depuis le balcon si dévastatrices psychologiquement, c'était leur caractère arbitraire. Elles étaient l'expression ultime d'un pouvoir capricieux. Dans un système déjà défini par des règles strictes et des punitions sévères, il introduisit un élément d'horreur aléatoire. Les prisonniers pouvaient obéir parfaitement à chaque ordre et être tout de même assassinés. Il n'y avait aucune logique à contourner, aucun comportement qui garantissait la sécurité. Cette imprévisibilité engendrait une anxiété constante et paralysante. Cette psychologie n'appartenait pas qu'aux hommes. La machine pouvait aussi recruter des femmes dans la même logique de domination et de récompense. Irma Grasser montre à quoi ressemblait ce pouvoir lorsqu'il était exercé par une jeune femme dotée de grade, de liberté d'action et d'un public. Connue des prisonniers sous le nom de la Belle Bête, mais aussi comme l'Ange Blond et l'Ange Blond de l'Enfer, elle est devenue l'une des gardiennes SS les plus tristement célèbres. Les gardiennes SS remettent en question les idées reçues sur le genre et la violence. Les femmes n'étaient pas de simples spectatrices ou employées administratives au sein de l'appareil d'extermination. Elles étaient des bourreaux actifs. Le parcours de Gry en est un exemple frappant. Elle a rejoint les forces auxiliaires de la SS alors qu'elle était encore jeune femme, travaillant d'abord à Ravensbrück, le principal camp de concentration pour femmes. Sa conduite là-bas, marquée par une aptitude à la brutalité, lui valut une promotion et un transfert à Auschwitz-Birkenau, l'épicentre du génocide. À Auschwitz-Birkenau, elle fut promue Oberaufseherin, le deuxième plus haut grade qu'une SS-Aufseherin pouvait atteindre, et, à seulement 20 ans, elle reçut le commandement d'environ 30 000 prisonnières. Cette ascension n'était pas le fruit du hasard. C'était une récompense pour sa cruauté démontrée. Son parcours était d'une banalité frappante. Elle venait d'une famille agricole modeste, un début qui tranchait avec le sadisme qui suivit. La dissonance alimentait les surnoms que lui donnaient les prisonnières. Ces appellations reflétèrent la contradiction frappante entre son apparence juvénile et la cruauté dont elle faisait preuve au quotidien. En tant qu'Oberaufseherin, elle exerçait une autorité absolue sur les prisonnières de sa section, présidant à leur souffrance avec une rigueur méthodique. Les méthodes de Grise pour infliger la douleur étaient à la fois brutales et personnalisées. Elle portait un fouet, fait de cellophane, dont l'extrémité était tressée de fils de fer. Des survivantes ont témoigné que ce fouet ouvrait la poitrine des femmes, provoquant des blessures profondes qui s'infectaient. Le fouet était redouté non seulement pour la douleur qu'il infligeait, mais aussi parce que certaines blessures étaient moins immédiatement visibles, lui offrant ainsi une certaine forme de déni. Elle l'utilisait sans discernement, frappant les prisonnières au visage et sur le corps pour de simples infractions supposées ou sans aucune raison. Elle utilisait également un chien en laisse, un chien dressé pour attaquer les détenus sur commande, transformant chaque déplacement quotidien en un paysage de menaces. Des témoignages de survivantes, dont l'adre Gisela Pearl, qui travaillait à l'infirmerie du camp, ont décrit l'implication de Grace dans des tourments calculés. Elle s'imposait lors des sélections sur les rampes, décidant qui était apte au travail et qui serait envoyé dans les chambres à gaz. Elle était connue pour railler et maltraiter les prisonnières subissant des interventions médicales, ajoutant une souffrance psychologique à la douleur physique. Le système attisait des ambitions comme celle de Grace. Pour une jeune femme avec peu de perspectives d'avenir, la hiérarchie SS offrait un salaire, un logement, un statut
et une voie d'ascension claire. La promotion était directement liée à la volonté d'être cruel, de ne montrer aucune empathie, de traiter les êtres humains comme des objets jetables. Grace a saisi cette incitation. Sa rapide ascension était le fruit de sa propre capacité à être une héroïne. La performance se mesurait à la terreur. Ce qui la distinguait, ce n'était pas seulement son grade, mais les instruments et méthodes spécifiques qu'elle choisissait pour imposer sa domination. Ces choix ont transformé l'autorité en une forme de peur caractéristique, et ils ont préparé le terrain pour la façon dont elle l'a mise en œuvre. Irma Grise a amplifié sa brutalité par une sélection délibérée et personnalisée d'instruments. Alors que les gardiens recevaient un équipement standard, elle choisissait des outils qui maximisaient l'impact psychologique et la souffrance physique. Son utilisation d'un fouet en cellophane est devenue particulièrement tristement célèbre. Ce n'était pas une simple lanière de cuir. Il infligeait une douleur plus vive, ouvrant des coupures profondes et brûlantes. Parfois, les blessures n'étaient pas immédiatement visibles, ce qui lui accordait un certain degré de déni plausible. Elle pouvait agresser un prisonnier, le laisser dans l'agonie, et pourtant les marques pouvaient ne pas être évidentes au début. Cette ambiguïté renforçait la peur. Les victimes savaient ce qu'elle avait fait. D'autres, y compris certains superviseurs, pouvaient prétendre qu'ils ne le savaient pas. Sa deuxième arme principale était l'utilisation de chiens d'attaque dressés. Elle gardait 1 ou 2 énormes chiens, souvent des bergers allemands, qu'elle commandait pour attaquer violemment les détenus. La présence de ces animaux instaurait en permanence une atmosphère de menace diffuse dans les ateliers et les baraquements. Les prisonniers savaient qu'un seul mot de Gracie pouvait déclencher une attaque. Lors des marches de travail, ceux qui trébuchaient ou ne pouvaient pas suivre le rythme risquaient d'être pris pour cible. Ces attaques n'étaient pas de simples agressions physiques. Elles servaient de signaux publics de domination, réduisant les êtres humains à l'état de proie et montrant que la pitié n'avait aucune place dans la hiérarchie. Ces outils étaient le prolongement de sa méthode de contrôle. Ils n'étaient pas imposés par les règlements de la SS, mais reflétaient sa propre forme de sadisme. Le fouet en cellophane et les chiens d'attaque devinrent sa marque de fabrique. La personnalisation était au cœur de leur effet. Cela rendait la violence imprévisible et dépendante de son humeur, plutôt que d'une application impersonnelle de règles écrites. Au sein du système nazi, une telle initiative n'était pas découragée. La créativité dans l'infliction de la douleur pouvait être perçue comme du zèle, et le zèle se traduisait par de l'autorité. La logique du régime trouvait de l'efficacité dans cette décentralisation de la terreur. En permettant à des gardiens comme Greiser de développer leurs propres méthodes, le système extrayait un maximum de peur avec un minimum de ressources. Un dieu capable d'inventer une punition distinctive devenait un instrument de contrôle plus efficace. La guerre psychologique se propageait horizontalement. Chaque surveillant ajoutait une couche unique de terreur, garantissant qu'il n'y avait aucune routine sûre, aucun chemin prévisible au fil de la journée. En pratique, Greiser utilisait le fouet pour des passages à tabac soudains et publics, frappant le visage et le corps. Souvent pour des raisons futiles ou sans raison du tout. Avec les chiens, elle leur ordonnait de s'agripper aux bras ou aux jambes et de traîner les victimes au sol. Les survivants décrivaient la terreur de travailler sous son regard, sachant qu'un geste, un regard ou un faux pas pouvaient déclencher une attaque. Ces outils n'étaient pas simplement des instruments de douleur. Ils étaient des instruments calculés, conçus pour briser les esprits, rendant la résistance vaine et la soumission sans garantie de sécurité. Il existait aussi une autre forme de terreur dans les camps, moins théâtrale, plus administrative et tout aussi mortelle. Joseph Kramer incarne ce modèle, un officier SS de carrière dont le titre est devenu une marque de terreur, la Bête de Belsen. L'héritage de Joseph Kramer est lié à son commandement de 2 des camps les plus infâmes du système nazi. Son parcours professionnel révèle une autre facette de l'administration des camps, différente de la personnalisation. Le sadisme d'un Amon Goeth. Kramer était un bureaucrate de la mort. Avant sa nomination à Bergen-Belsen en décembre 1944,
Il avait servi comme commandant d'Auschwitz-Birkenau, promu au grade de Hauptsturmführer, capitaine. Il occupa ce poste du 8 mai 1944 au 25 novembre 1944. C'était une promotion importante, le plaçant à la tête du centre d'extermination le plus efficace de l'Empire nazi. Sa réputation s'est construite sur une efficacité administrative froide. À Auschwitz-Birkenau, Kramer était connu pour sa gestion méticuleuse des fonctions les plus horribles du camp. Il supervisait la sélection sur les rampes ferroviaires, où les arrivants étaient instantanément divisés entre ceux jugés aptes au travail et ceux condamnés à une mort immédiate dans les chambres à gaz. Il supervisait la logistique des gazages et l'élimination subséquente des corps. Son approche se caractérisait par une compétence professionnelle détachée. On ne disait pas de lui qu'il tirait un plaisir personnel de la souffrance qu'il infligeait. Il considérait le meurtre de masse comme un problème opérationnel à gérer avec précision. Son transfert à Bergen-Belsen en décembre 1944 présenta une horreur d'un autre genre. Bergen-Belsen n'était pas officiellement un camp d'extermination doté de chambres à gaz, il était désigné comme un camp de transit et d'échange. Au moment où Kramer en prit le commandement, il était devenu un dépotoir pour des milliers de prisonniers évacués des camps de première ligne, alors que le Reich s'effondrait. Les conditions se sont détériorées de façon catastrophique. La surpopulation était extrême. Les réserves de nourriture, d'eau et de médicaments étaient pratiquement inexistantes. Kramer a supervisé cet effondrement avec le même esprit bureaucratique qu'il avait appliqué à Auschwitz. Son attitude à Belsen était marquée par une indifférence profonde. S'il ne torturait pas activement les prisonniers par plaisir, il n'a pris aucune mesure significative pour soulager leur souffrance. Il gérait l'administration du camp alors qu'une épidémie de typhus faisait rage et que les prisonniers mouraient par milliers de faim et de maladies. Son crime fut autant une omission qu'une action. Il voyait les tas de cadavres et les vivants émaciés et poursuivait ses routines. Le système récompensait l'homme qui obéissait aux ordres, sans poser de questions, qui considérait la vie humaine comme une simple variable logistique. C'est pourquoi Joseph Kramer est devenu connu sous le nom de la bête de Belsen. L'horreur qu'il incarnait n'était pas le sadisme flamboyant d'un bourreau, mais la banalité glaçante du mal bureaucratique. C'était un homme de famille et un carriériste qui a trouvé sa promotion en gérant l'extermination comme un flux de travail. C'est cette normalité qui rend ces actes si troublants. La machine avait besoin de gestionnaires autant que de bourreaux, de personnes capables de maintenir les sélections, les transports et les quotas dans les délais. Et cela nous amène à la personne qui a transformé ces sélections en une procédure clinique et quotidienne. Le mandat de Maria Mandel révèle comment l'autorité individuelle pouvait transformer l'extermination en une routine régie par le rituel et la paperasse. Maria Mandel, dont le nom est souvent orthographié sans le « e » final dans de nombreux documents, était Oberaufseherin, la surveillante en chef des femmes à Auschwitz-Birkenau, et elle exerçait ce pouvoir avec une précision maîtrisée. Le rôle de Maria Mandel au sein du complexe d'Auschwitz-Birkenau illustre la quête implacable du système pour une efficacité clinique dans le processus de mise à mort. En tant qu'Oberaufseherin, elle occupait l'un des plus hauts grades accessibles à une gardienne, ce qui la plaçait à la tête de la population féminine prisonnière. Elle avait occupé des postes dans d'autres camps avant d'arriver à Auschwitz, où elle fut nommée commandante du camp des femmes. Ses fonctions étaient vastes, mais sa tâche la plus importante était sa participation directe aux sélections. Sur les rampes ferroviaires et à l'intérieur du camp, elle détenait le pouvoir de vie ou de mort sur des milliers de personnes. Ces décisions étaient prises avec une précision détachée, presque administrative. Elle évaluait l'état physique des nouveaux arrivants et des détenues déjà présentes d'un regard rapide et exercé. Une boiterie, une toux ou le fait de paraître trop frêle pouvait suffire pour qu'elle indique d'un geste la file menant aux chambres à gaz. Ce processus dépouillait les êtres humains de leur individualité, les réduisant à une impression fugace d'aptitude au travail. À cette horreur, Mandel ajouta une dimension psychologique d'une cruauté singulière.
En octobre 1942, elle fut transférée à Auschwitz et, sous son autorité, elle créa l'Orchestre féminin d'Auschwitz. Ce n'était pas un enrichissement culturel. L'orchestre, composé de musiciennes prisonnières, était forcé de jouer pendant les appels, alors que les groupes de travail défilaient lors des sélections, des transports et même des exécutions. Le son des marches ou des mélodies classiques offrait une bande-son grotesque au traumatisme des familles déchirées et des victimes envoyées à la mort. Cette pratique amplifiait la souffrance, créant une dissonance choquante entre le vernis de l'ordre et la réalité. De l'assassinat industrialisé. C'était un acte calculé de tourments psychologiques, conçu pour désorienter et briser l'esprit humain. Le parcours de Mandel démontre comment la SS identifiait et promouvait des individus pour leur capacité à accomplir de telles tâches avec une efficacité constante. Elle a commencé à Lichtenberg et Ravensbrück avant d'être transférée à Auschwitz en octobre 1942. Sa promotion à un poste de direction au cœur du génocide a suivi l'efficacité qu'elle avait démontrée. Elle supportait l'immense pression psychologique des sélections sans montrer de détresse apparente. Ce détachement émotionnel était un atout précieux. Le système attisait des ambitions comme la sienne en plaçant certains membres du personnel à des postes où ils pouvaient décider continuellement du sort des êtres humains, répondant ainsi à un besoin opérationnel. L'extermination nécessitait du personnel capable d'accomplir des tâches horribles de façon constante, jour après jour. Son approche allait au-delà des gestes sur la rampe. Elle maintenait l'ordre, gérait le flux des prisonniers et veillait à ce que la procédure se déroule selon le planning. Les individus étaient traités comme des pièces sur une chaîne de montage, Mandel agissant comme une sorte d'inspectrice, séparant ceux qui étaient temporairement utilisables. Pour ceux désignés pour une destruction immédiate, la machine était implacable. À partir de cette logique d'inspection et de rendement, une autre figure a poussé le modèle encore plus loin, s'éloignant du sadisme visible pour tendre vers l'optimisation du meurtre en tant que processus technique. La carrière de Franz Stangl représente la perversion ultime de la compétence professionnelle. Son rôle n'était pas d'infliger une brutalité personnelle, mais de perfectionner la mécanique de l'extermination. En tant que commandant des camps d'extermination de Sobibor et Treblinka, il supervisa le meurtre de centaines de milliers de personnes. Son attention était inlassablement portée sur la logistique. Stangl était un ingénieur de la mort, obsédé par l'optimisation du processus de mise à mort pour une efficacité maximale. Il décrivait souvent les victimes comme du fret, un aperçu révélateur de sa mentalité industrielle. Cette approche s'est affinée lors de sa participation antérieure au programme d'euthanasie T4, où il acquit de l'expérience dans la gestion administrative du meurtre systématique. À Treblinka, Stangl introduisit une série de changements froidement pratiques destinés à accélérer la machine de mort. Il supervisa la construction de chambres à gaz plus grandes et plus efficaces afin d'augmenter la capacité. Il rationalisa le passage des rampes d'arrivée aux chambres à gaz, réduisant les goulets d'étranglement qui causaient des retards. Il imposa une planification plus stricte et améliora les méthodes d'élimination de l'énorme nombre de cadavres, un défi logistique central. Chaque aspect du fonctionnement du camp était analysé pour d'éventuelles améliorations. Son objectif était un système sans faille, semblable à une usine, où la transition de l'arrivée à la mort se faisait rapidement et de manière ordonnée. Il était fier d'un camp bien géré, un concept rendu monstrueux par sa finalité. L'image publique de Stangl reflétait cette efficacité stérile. Prisonniers et membres du personnel remarquèrent son uniforme distinctif en lin blanc, un détail qui lui valut le surnom de la mort blanche. L'uniforme était net, impeccable et en total décalage avec l'horreur qu'il orchestrait. Ce contraste renforçait son identité de gestionnaire et non de sadique avide de spectacle. Il supervisait les processus, mesurait les résultats et considérait le meurtre comme un flux de travail. Stangl n'était pas flamboyant, c'était un gestionnaire. L'opération Reinhard nécessitait des individus capables de résoudre les problèmes pratiques du meurtre à l'échelle industrielle. Il fallait des hommes capables de traiter l'anéantissement comme une série d'énigmes d'ingénierie et d'administration. Les compétences de Stangl en organisation et en logistique était précisément ce que le système recherchait. Sa promotion était le résultat direct d'une efficacité démontrable dans cette tâche horrible.
Dans des entretiens d'après-guerre avec Gita Sereni, Stangl faisait preuve d'un détachement glaçant. Il a dit « Ma conscience est tranquille quant à ce que j'ai fait moi-même, mais j'étais là. Donc oui, en réalité, je partage la culpabilité. Parce que ma culpabilité, ce n'est que maintenant, dans ces entretiens, maintenant que j'en ai parlé pour la première fois. » Ces mots révèlent un homme qui compartimentait ses actes à un degré extraordinaire, reconnaissant sa présence tout en affirmant avoir la conscience tranquille quant à son rôle personnel. Il est mort d'une insuffisance cardiaque 6 mois après avoir été condamné à la réclusion à perpétuité. Stangl montre que la machine avait besoin de gestionnaires autant que de bourreaux et que l'efficacité elle-même est devenue un critère de réussite. Le système a détourné la fierté professionnelle pour la mettre au service de l'anéantissement, transformant la compétence technique en voie de promotion. Les critères de promotion du système révélaient que le sadisme n'était pas seulement toléré, mais qu'il était une qualité professionnelle appréciée. Le fonctionnement efficace des camps de concentration et d'extermination dépendait de gardiens capables de déshumaniser les victimes et d'administrer la violence sans poser de questions. La machine bureaucratique avait besoin de rouages fiables, qu'elle identifiait par leur dureté démontrée. Cela créait un cycle auto-entretenu. Le système promouvait les plus brutaux, qui imposaient à leur tour une norme de violence extrême à ceux placés sous leur commandement. Comment le système nazi récompensait-il et promouvait-il les gardiens qui faisaient preuve d'une cruauté exceptionnelle? Il a intégré le sadisme dans sa propre définition du mérite. La réussite professionnelle au sein de la hiérarchie SS est devenue indissociable de la volonté de commettre des actes de terreur. Cette convergence entre l'ambition personnelle et la violence institutionnalisée a assuré un approvisionnement constant en individus prêts à faire fonctionner la machine de l'Holocauste, transformant la corruption morale en avantage de carrière. La quête du pouvoir dans cette structure exigeait l'abandon de toute humanité. Alors que le Reich s'effondrait, une infrastructure parallèle agissait dans l'ombre. Les évasions d'après-guerre, les filières d'exfiltration. L'effondrement du Troisième Reich n'a pas marqué la fin pour de nombreux responsables. Dans le chaos qui a suivi la guerre, un nombre important de gardiens SS et de membres du personnel des camps ont cherché à échapper à la justice grâce à des réseaux d'évasion clandestins appelés filières d'exfiltration. Ces routes, souvent d'une efficacité surprenante, offraient un chemin vers l'anonymat et la liberté dans des pays lointains, principalement en Amérique du Sud. Leur existence témoignait d'un effort délibéré pour protéger les criminels de guerre des tribunaux alliés et du droit international naissant. La logistique était précise. De faux papiers d'identité, souvent des documents de voyage de la Croix-Rouge obtenus par tromperie ou par l'intermédiaire de personnes compatissantes, offraient de nouvelles identités. Les déplacements s'effectuaient par des corridors sûrs, souvent via l'Italie ou l'Espagne. Des éléments au sein de l'Église catholique, notamment l'évêque catholique autrichien Alois Udal à Rome, ont joué un rôle avéré dans la facilitation de ces passages. Udal a aidé les fugitifs en leur fournissant un abri, des fonds et des papiers essentiels, leur permettant ainsi d'échapper au contrôle aux frontières et d'embarquer sur des navires à destination du Moyen-Orient ou des Amériques. L'agilité et la discrétion de ces opérations compliquaient la tâche déjà immense des enquêteurs alliés. Franz Stangl, ancien commandant de Sobibor et Treblinka, comptait parmi les bénéficiaires les plus en vue. Arrêté par les forces américaines en 1945, il s'est ensuite évadé et, en mai 1948, a utilisé une rateline pour rejoindre la Syrie. Grâce à une aide continue, il s'est ensuite rendu au Brésil en 1951. Au Brésil, il a vécu sous son vrai nom et a trouvé un emploi stable à l'usine Volkswagen do Brasil de São Bernardo do Campo. Sa fuite a démontré à la fois la profondeur des réseaux de soutien et leur portée à travers les continents. Un homme directement responsable de la mort de centaines de milliers de personnes a reconstruit une vie apparemment ordinaire, loin de tout tribunal. Son cas n'était pas unique. De nombreux gardiens de bas rang et fonctionnaires SS ont suivi des parcours similaires, disparaissant dans de nouvelles sociétés à travers l'Amérique du Sud et le Moyen-Orient. Les ratelines résolvaient un problème immédiat pour les fugitifs, survivre et échapper à la capture. Elles offraient la possibilité d'éviter l'exécution ou l'emprisonnement, d'effacer le passé grâce à de nouveaux papiers et de nouvelles adresses.
Le prix à payer était la justice. La dispersion au-delà des frontières a retardé la reddition de comptes pendant des décennies. Les enquêteurs internationaux étaient confrontés à des archives fragmentées, des identités contestées et des communautés peu enclines à coopérer. Pour les survivants, savoir que leurs bourreaux vivaient librement alourdissait encore le fardeau de la mémoire. Le caractère non résolu de ces évasions a laissé une cicatrice durable sur le processus de justice d'après-guerre et a révélé la persistance de réseaux qui ont survécu bien après 1945. Pourtant, la traque ne s'est pas arrêtée. États, tribunaux et procureurs ont constitué des dossiers à partir de témoignages, de listes de transport et des rares documents ayant survécu. La prochaine étape allait mettre à l'épreuve la capacité du droit à franchir les années et les océans pour affronter les crimes. Les tribunaux se sont saisis de cette tâche dans des cadres publics et formels. La quête de justice, les procès pour crimes de guerre. La recherche de justice pour les crimes de la Shoah a commencé presque immédiatement après la fin de la guerre, avec des tribunaux internationaux et des juridictions nationales cherchant à tenir les responsables pour compte. L'ampleur de la tâche était immense. Des procès comme celui de Belsen à Lüneburg et les procédures en Pologne visaient à poursuivre le personnel des camps, principalement sur la base des témoignages bouleversants des survivants. Ces procédures n'avaient pas pour seul but la punition. Elles ont établi un dossier public officiel des atrocités. Elles ont révélé la nature systématique du génocide nazi, le sortant de l'ombre des camps pour l'exposer à la lumière d'une salle d'audience. Cependant, cette confrontation juridique s'est heurtée à d'immenses difficultés dès le départ. Les preuves étaient souvent fragmentées, dispersées à travers un continent ravagé par la guerre. La nature chaotique du système des camps, la destruction de documents par les SS en retraite, ainsi que le nombre considérable de victimes et de bourreaux ont créé un véritable labyrinthe pour les enquêteurs. Le défi le plus complexe était le différend sur les identités. L'affaire de John Demjanjuk en devint une illustration frappante. D'abord identifié comme le garde notoirement brutal, Ivan le Terrible, à Treblinka, son extradition et son procès en Israël furent entachés de témoignages de survivants contradictoires et d'un manque de preuves définitives. Il fut condamné à mort, mais la Cour suprême israélienne annula plus tard le verdict en raison d'un doute raisonnable, soulignant l'extrême difficulté d'établir la certitude des décennies plus tard. Pour certains, la justice a été rendue rapidement. Amon Goeth, le commandant de Płaczów, fut capturé par les forces américaines en 1945 et jugé devant le tribunal national suprême de Pologne, à Cracovie. L'affaire s'appuyait largement sur les témoignages de survivants décrivant ces fusillades arbitraires et son extrême cruauté. Reconnu coupable de meurtre de masse, il fut exécuté par pendaison le 13 septembre 1946 à la prison de Montelupisz à Cracovie. Son sort montrait que, lorsque les crimes étaient abondamment documentés, la rétribution pouvait être immédiate. Irma Grese fut jugée lors du procès de Belsen. À seulement 22 ans, sa jeunesse tranchait de façon choquante avec la brutalité de ses actes à Auschwitz et Bergen-Belsen. Le tribunal a entendu des témoignages détaillés sur son utilisation d'un fouet, de chien d'attaque et sur son rôle lors des sélections. Elle fut condamnée et, avec Joseph Kramer et d'autres, exécutée par pendaison en décembre 1945. Grese fut la plus jeune criminelle de guerre pendue sous l'autorité britannique au XXe siècle. Kramer, jugé à ses côtés, connut le même sort pour son rôle de commandant. Malgré leurs limites, ces procès ont galvanisé la conscience publique. Les témoignages ont forcé le monde à affronter la mécanique de l'Holocauste. Ils ont répondu à un besoin pressant de justice symbolique, apporté une certaine forme de clôture et exprimé une condamnation collective fondée sur le droit. Ils ont également révélé les limites de la portée de tout tribunal face à des crimes d'une telle ampleur. Dans ce contexte, les limites de la réparation juridique sont devenues flagrantes. Les limites de la responsabilité. Malgré les procès publics et les exécutions, la quête de justice pour les crimes de l'Holocauste s'est heurtée à de lourdes contraintes. Le nombre considérable de personnes impliquées dans la SS et ses organisations affiliées, en particulier l'immense réseau des SS Totenkopfverband, responsables des camps, rendait toute poursuite exhaustive pratiquement impossible. Dans le chaos de l'Europe d'après-guerre, d'innombrables gardiens ont échappé à la détection. Ils ont abandonné leurs uniformes, adopté de nouvelles identités et se sont fondus à nouveau dans la société civile.
Pour chaque Amon Goeth ou Irma Grese qui a comparu devant un tribunal, beaucoup d'autres sont retournés à une vie ordinaire, leurs crimes restant inconnus de leurs voisins et collègues. Le processus judiciaire lui-même était semé d'obstacles qui entravaient la responsabilisation. L'affaire John Demjanjuk illustre la difficulté d'attribuer les responsabilités. Extradé en Israël et jugé comme étant le gardien Ivan le Terrible de Treblinka, il a été condamné à mort, mais la Cour suprême israélienne a annulé le verdict faute de certitude. Le témoignage des survivants, recueilli des décennies plus tôt, aussi crédible et courageux soit-il, ne pouvait satisfaire à l'exigence de la preuve. Plus tard, de nouveaux documents découverts l'ont relié à un service à Sobibor, ce qui a conduit à une condamnation en Allemagne. L'évolution de l'affaire a mis en lumière un problème fondamental. Tant de preuves avaient été détruites ou dispersées que la justice peinait à associer nom, rôle et crime avec la précision requise. Même lorsque les auteurs étaient identifiés et jugés, les verdicts n'étaient pas toujours proportionnels à leurs actes. En Allemagne de l'Ouest, dans les années 1950 et 1960, les tribunaux prononçaient parfois des peines clémentes. Une réticence plus large à affronter le passé récent a influencé la culture juridique. La défense du Befehlsnotstand, la contrainte, était souvent acceptée trop facilement, permettant aux accusés de prétendre qu'ils ne faisaient qu'obéir aux ordres sous la menace. Dans ce contexte, beaucoup de ceux qui avaient participé à la machine génocidaire n'ont reçu qu'une punition minime, voire aucune, malgré une documentation abondante de la cruauté systémique. Pour les survivants, l'insaisissabilité de la justice a aggravé la blessure. Savoir que leurs bourreaux vivaient librement, leurs crimes restant ignorés, a amplifié le traumatisme de la perte. Cela n'a rien résolu pour ceux qui avaient enduré les camps et qui se sont ensuite retrouvés face à un monde incapable ou peu disposé à tenir tous les responsables pour compte. Les imperfections et les limites du système judiciaire d'après-guerre faisaient que la pleine responsabilité était rarement atteignable. L'écart entre l'idéal de la loi et la réalité de son application a laissé un héritage de questions non résolues qui façonnent encore la mémoire historique. Pourtant, l'absence sur un banc des accusés n'effaçait pas ce qui s'était passé. Le témoignage le plus durable venait de ceux qui avaient vu et souffert, dont les paroles ont préservé ce que les dossiers ne pouvaient pas. Leur récit portait un poids que les tribunaux ne pouvaient pas toujours supporter, et ils ramenaient la machine de mort à l'échelle d'un visage, d'un jour, d'un ordre. Les accusations les plus poignantes et les plus irréfutables contre les gardiens des camps ne viennent pas des documents juridiques, mais des témoignages de ceux qui ont enduré leur terreur. Ces récits documentent la réalité quotidienne de la vie sous le pouvoir absolu de figures comme Amon Goeth et Irma Grese. Le langage bureaucratique de l'administration des camps, avec ses listes de transport et ses affectations de travail, contraste fortement avec la souffrance humaine brute consignée par les survivants. Là où les registres officiels mentionnent un décès, la mémoire d'un survivant saisit la terreur précise du balcon de Goethe ou le claquement distinct du fouet de Grese. Ces récits ancrent l'immensité des statistiques de la Shoah dans l'expérience personnelle et intime de la peur. L'impact psychologique de cette violence arbitraire ne s'est pas arrêté avec la libération. Le traumatisme infligé par les gardiens a persisté, façonnant toute la vie des survivants. Beaucoup ont souffert de blessures psychologiques à long terme, de cauchemars, d'hypervigilance, de la culpabilité du survivant et d'une incapacité à faire confiance aux institutions qui avaient autrefois promis l'ordre. La déshumanisation systématique et la menace constante d'une mort soudaine ont laissé des traces profondes qui ont duré des décennies. Pour beaucoup, les souvenirs de la cruauté désinvolte d'un commandant ou de la méthode de torture particulière d'un gardien sont restés aussi vifs des années plus tard que le jour où ils se sont produits. La terreur ne se limitait pas aux frontières du camp. Elle les a suivis dans leur nouvelle vie, ombre permanente projetée par leurs bourreaux. La résilience nécessaire pour survivre à une telle épreuve puis reconstruire une vie témoigne de la capacité de l'esprit humain à endurer. Ces voix de survivants remplissent une fonction essentielle pour la mémoire historique. Elles fournissent des preuves irremplaçables qu'aucun document d'archives ne peut reproduire. Le témoignage de Kitty Hart, survivante à la fois d'Auschwitz-Birkenau et de Bergen-Belsen, l'illustre de façon saisissante. À son arrivée à Belsen, et en reconnaissant les visages familiers de ses bourreaux,
Elle se souvient. La vieille bande, Kramer, Gress et les autres, ont dû être envoyés là depuis Auschwitz. Nous savions à quoi nous attendre de la part de telles créatures. Cette déclaration fait bien plus que confirmer un simple transfert de personnel. Elle transmet la continuité glaçante de la brutalité, la terreur profonde de savoir que les mêmes individus qui avaient perfectionné la cruauté dans un camp étaient désormais aux commandes d'un autre. Son récit personnalise la machine, lui donne un visage et un nom. En partageant leurs expériences, les survivants ont bouleversé la conscience d'après-guerre. Ils ont forcé le monde à affronter la réalité humaine qui se cache derrière les chiffres. 6 millions, c'est une statistique. L'histoire d'un individu seul, caché pour échapper au fusil d'un commandant, est une tragédie humaine. Ces récits résolvent le problème de l'abstraction historique. Ils veillent à ce que les actes des gardiens ne soient pas perçus comme un mal abstrait, mais comme des actes précis, délibérés, infligés à de vraies personnes. Les récits des survivants sont la protection ultime contre l'oubli. De ces témoignages découle un mandat clair sur la façon dont nous devons conclure cette histoire. La transformation de personnes ordinaires en agents de la terreur était un résultat délibéré, soigneusement orchestré par le système nazi. Comprendre ce mécanisme, depuis le recrutement systématique jusqu'aux récompenses bureaucratiques pour la cruauté, reste essentiel pour prévenir de tels actes. L'ampleur industrielle est saisissante. Environ 1 300 000 personnes sont passées par Auschwitz. Environ 1 100 000 ont été assassinés, principalement des Juifs et des prisonniers de guerre soviétiques. Les chiffres révèlent l'effroyable efficacité d'un processus conçu pour fabriquer des monstres. Si cette exploration de l'histoire vous a marqué, abonnez-vous pour d'autres analyses approfondies de la Seconde Guerre mondiale. Votre engagement contribue à préserver ces récits essentiels. Les leçons du passé restent essentielles pour comprendre le présent. Si cette histoire vous a touché, interpellé ou aidé à voir la Seconde Guerre mondiale sous un autre angle, ce serait un honneur de vous compter parmi notre communauté grandissante. S'abonner n'est pas qu'un simple clic, c'est une façon de soutenir des récits puissants, des voix oubliées et davantage de vérités issues du passé. Alors, si vous pensez que ces histoires comptent, cliquez sur le bouton d'abonnement et continuons à construire ce voyage ensemble. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire. Nous lisons chacun d'entre eux et nous aimons découvrir vos avis. Jusqu'à la prochaine fois, continuez d'explorer l'histoire avec Epic War. Continuez à poser des questions. Continuez à chercher la vérité.